Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Yorana Pamela, comment vas-tu? Yorana François, je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi. Je vais très bien. Peux-tu nous dire où tu es là actuellement? Alors là, je me trouve sur l'atoll de Rangiroa, qui est situé dans l'archipel des Tuamotu, qui est le plus grand archipel de Polynésie française. On est en plein milieu de l'océan Pacifique Sud tropical. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, En qu'est-ce que je vacances? fais? Non. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent en vacances ici. D'ailleurs, on interagit beaucoup avec des personnes qui sont en vacances. C'est agréable parce que généralement, les gens, du coup, ils sont contents d'être là. Non, alors ça fait maintenant plus de 17 ans que je suis en Polynésie et je travaille sur les mammifères marins de manière très générale et plus spécifiquement à Rangiroa, donc sur cet atoll, je travaille sur une espèce de mammifère marin en particulier qu'on appelle le grand dauphin, qui fait partie des 40 espèces de dauphins qui existent dans le monde. Et ici, c'est un endroit un peu particulier pour étudier cette espèce puisque depuis le début, milieu des années 90, on assiste à des interactions répétées entre une petite communauté d'à peu près 25-30 grands dauphins et des activités touristiques, notamment de plongée sous-marine. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Dauphins de Rangiroa, qui effectue d'une part un suivi, un monitoring en gros démographique de cette petite communauté de dauphins, essayer de voir d'une année sur l'autre comment évolue la communauté, si on a toujours le même nombre d'individus, le nombre de naissances, le nombre de disparitions prématurées, immigration, etc. Voir quelle est la dynamique de cette communauté. Et d'autre part, je fais un suivi donc sous-marin, en plongée sous-marine, pour mieux comprendre et essayer d'évaluer les risques liés à des interactions proches répétées qui ont été mises en place au cours du temps entre les activités touristiques de plongée sous-marine et certains grands dauphins de la zone de Tiputa. Pourquoi avoir choisi le grand dauphin? Qu'est-ce qui t'a attiré vers le grand dauphin? C'est une très bonne question. Spontanément, je vais pas donner une réponse très, très originale, hein. Depuis que je suis très jeune, je suis passionnée par les dauphins. Alors je sais pas pourquoi, une fascination pour cet animal en particulier qui m'a après amenée à mieux connaître et mieux apprécier le milieu dans lequel ils vivent également, puisque il n'y a pas que des grands dauphins évidemment dans l'océan, loin de là. Ça remonte vraiment à très très longtemps. Depuis que je suis toute petite, en gros, je disais à mes parents que je voulais travailler sur les dauphins. Et tout le monde me disait que c'était un peu irréaliste, hein, comme projet de vie, puisque personne ne réussit à gagner sa vie en travaillant sur les dauphins. Trouve quelque chose de sérieux à faire, Pamela, s'il te plaît. Donc je suis passée par différentes étapes. J'ai fait des études en langue étrangère, des études dans une école d'art. J'ai plutôt un profil littéraire à la base, toujours avec cette passion en fait pour les dauphins. Et parallèlement, je me suis beaucoup impliquée avec des associations, notamment en France métropolitaine et ailleurs, pour apprendre en fait sur le terrain à mieux connaître, mieux comprendre et mieux suivre en fait ces mammifères marins. J'avais notamment à l'époque fait un stage du volontariat avec une association qui s'appelle Picardie Nature sur les phoques en baie de Somme. J'avais travaillé aussi avec le GECEM, le groupe d'études des cétacés de Méditerranée, sur des grands dauphins en Corse. J'étais partie au Canada pour m'impliquer en fait dans le suivi de différentes espèces de baleines, des rorquals en fait. Et j'avais aussi passé du temps en Colombie-Britannique dans un petit dans un petit labo en fait qui travaille sur l'acoustique des orques, qui s'appelle Orca Lab. On vient juste de faire un interview avec Jérémy Colliado et il était justement à Orca Lab et on a parlé de ses enregistrements et donc on a proposé à nos auditeurs un voyage sonore dans le monde des orques. Génial, c'est magnifique, c'est incroyable. Franchement, c'est une expérience inoubliable. Je pense que c'est une très bonne manière, sans être intrusif vis-à-vis de la faune sauvage, de pouvoir se reconnecter à ce monde naturel et aux animaux qui le peuplent, quoi. Le grand dauphin, comment il est arrivé là-dedans, ce grand dauphin? Bah, du coup, ouais, j'avais eu différentes expériences de suivi des grands dauphins en tant que volontaire, hein, bénévole. Et ouais, c'est un peu par hasard en réalité.
Et j'ai repris des études scientifiques. J'ai obtenu en fait une équivalence pour recommencer un cursus scientifique universitaire. Et pile à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de venir en Polynésie. J'ai été contactée en fait par une personne qui était déjà en Polynésie, sachant que je gravitais pas mal dans le milieu associatif mammifères marins, donc j'ai pris contact à travers ces plateformes. Et la personne en fait à l'époque était whale watcher. Alors qu'est-ce que c'est en gros il proposait des activités en milieu naturel pour aller observer les baleines, notamment les baleines à bosse, du coup, en Polynésie, en saison, c'est-à-dire entre le mois de juin et le mois de novembre, grosso modo. Du coup, il m'a dit, bah voilà, je cherche quelqu'un pour encadrer, j'aimerais bien donner une dimension un peu plus éducative à mes activités de whale watching, parce que je trouve que pour l'instant, c'est un peu trop, en gros, de la conso, opération commando, etc. J'aimerais bien développer quelque chose de différent, une approche un peu plus éthique, peut-être un peu plus pédagogique. Est-ce que ça te dirait de venir pour encadrer, en fait, un petit peu ces sorties d'observation des baleines en Polynésie? Et j'étais sur une période transitoire, en fait, à titre personnel, donc c'était vraiment du jour au lendemain. Des fois, il y a sur des coups de tête comme ça, tu vas prendre des décisions qui vont complètement réorienter ton existence. J'ai pris des billets d'avion et je suis arrivée en Polynésie. Voilà. Et du coup, j'ai commencé avec les baleines à bosse, effectivement. J'ai travaillé pendant... Alors, le whale watching, on l'a pas fait très très longtemps, soit dit en passant. On était sur les îles de Tahiti puis Moorea. Et en fait, ça nous a très vite dégoûtés, parce que c'était, j'allais dire, au début de l'essor vraiment de ces activités en Polynésie française. Alors, en périphérie de Rurutu, ça faisait depuis le début des années 90, mais ça restait quand même un milieu assez isolé, éloigné, avec beaucoup moins de touristes, bien entendu, et de prestataires. Mais à l'époque où je suis arrivée, milieu des années 2000, on arrivait sur 2010, là, on commençait à avoir un essor quand même de ces activités sur des îles plus peuplées comme Tahiti, Moorea, plus touristiques aussi. Et très rapidement, en 3 mois, bon, on faisait des très jolies observations de baleines, on était contents à ce niveau-là, mais il y avait quand même quelque chose qui nous frustrait. On n'était pas contents, on se sentait pas épanouis en faisant ça, puisqu'on voyait qu'il y avait de plus en plus de bateaux, que les approches des baleines étaient de plus en plus brutales, intrusives. Il n'y avait pas de respect vraiment pour ces animaux, leurs activités, leurs comportements. Et on avait l'impression de participer en fait à quelque chose qui nous plaisait pas. Voilà. Les prestataires qui balancent leurs baigneurs à l'eau. Alors non seulement c'est impacter et déranger les animaux de manière répétée au quotidien quand ils sont sur leur zone de reproduction, et notamment les mamans baleines et leurs petits qui ont besoin de beaucoup de repos. La baleine, elle se nourrit pas pendant plusieurs mois quand elle est sur sa zone de reproduction. Elle perd jusqu'à un tiers de son poids quand même pour nourrir son petit. Elle doit beaucoup se reposer. Elle est harcelée par des mâles en fait qui vont l'escorter pour essayer de la séparer de son petit, de s'accoupler avec elle. Et en plus, elle est harcelée au quotidien par des bateaux en fait remplis de touristes avides de faire des observations proches de ces animaux. Et voilà, on voyait ça quand on jette les baigneurs à l'eau. On respecte ni les baleines ni vraiment en plus les touristes, puisque les touristes ont très peu d'informations au sujet des animaux qu'ils viennent observer, du milieu qu'ils viennent découvrir. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises, plusieurs personnes qui sont venues vers nous après coup en disant mais on sait même pas quelle espèce de baleine on a vu, par exemple. Voilà, c'était pas épanouissant, il manquait quelque chose. Du coup, on a décidé d'arrêter. Tous les deux, on a décidé d'arrêter ces activités de whale watching et à la place de réunir en fait des amis de différents milieux, notamment vétérinaires, etc., pour fonder une association qui s'appelait à l'époque, je sais pas s'il existe encore, le groupe d'études des mammifères marins de Polynésie, dont l'objectif serait au contraire en fait d'essayer de mieux comprendre quelles sont les implications liées à ces approches en fait répétées de la faune marine, et notamment des baleines et des dauphins, et de développer aussi des outils pour essayer de sensibiliser et d'éduquer. Alors le terme éduquer, je l'aime pas trop parce qu'il peut avoir une connotation un peu péjorative, pardon. On va dire sensibiliser différents publics en fait à une approche plus éthique et responsable de ces animaux. Voilà. Après cette péripétie baleine à bosse du coup touristique, la personne avec laquelle je travaillais en fait, qui est devenu mon compagnon à l'époque, et le père de ma fille, qui connaissait déjà l'atoll de Rangiroa, parce qu'il avait déjà travaillé plusieurs années auparavant sur Rangui, m'a dit bah écoute, on va prendre le voilier et on va monter à Rangui, on va découvrir un peu les Tuamotu, tu vas voir cette différence, ça va changer. C'est plus sauvage, c'est plus authentique, il y a moins de trafic autour des animaux, donc ça risque de te plaire. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Rangui en fait. Je suis arrivée à Rangui et j'ai découvert, alors je connaissais déjà les grands dauphins puisque j'avais eu l'occasion de travailler sur ces animaux auparavant, mais là ça a été un peu le coup de foudre.
le coup de foudre pour cette situation, pour cet endroit, pour les Tuamotu de manière générale. L'archipel des Tuamotu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit très extrême en fait. Je dirais qu'en Polynésie française, la Polynésie, c'est 5 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, 5 archipels, et il y a 2 archipels qui sont vraiment extrêmes au sein de ce territoire. C'est l'archipel des Tuamotu et l'archipel des Marquises, qui sont vraiment des coups de cœur, hein, en ce qui me concerne. C'est incroyable. T'arrives, c'est vraiment au cœur de l'océan. Voilà. Parce que pour les personnes qui aiment la mer, qui aiment l'océan, on peut pas être plus au cœur, en fait, de l'océan que dans un atoll comme Rangiroa. Il y a une petite ligne de terre qu'on appelle un motu du coup qui entoure un immense lagon en fait. Donc la partie terrestre, en fait, la partie émergée est extrêmement réduite. Et quand tu regardes d'un côté, tu as le lagon, donc tu as de l'eau. Et quand tu regardes de l'autre côté, tu as l'océan, donc tu as de l'eau aussi. Voilà, t'es vraiment entouré d'eau. Et quand tu mets la tête sous l'eau, c'est incroyable. C'est une espèce de safari africain sous-marin. C'est juste dingue en fait. Autant à terre, il n'y a pas énormément de faune. Surtout sur les zones habitées par les êtres humains, malheureusement, parce qu'il y a eu pas mal d'espèces en fait qui ont été introduites, comme les chiens, les chats, les rats, les cochons, qui ont détruit des oiseaux qui vivaient originellement sur ces îles. Et c'est vrai que le milieu marin a été quand même pas mal épargné. Quand on met la tête sous l'eau ici, c'est waouh, c'est un feu d'artifice au quotidien, et en plus c'est complètement imprévisible. On peut faire 1000 fois une plongée sur la même zone en fait à Rangiroa, notamment aux abords de la passe de Tiputa, on va jamais voir la même chose quoi. C'est vraiment dingue quoi. Et parmi ces animaux incroyables qu'on peut observer sur la zone, qui vont du plus petit poisson, j'ai envie de dire, à la baleine à bosse en saison aussi, on peut voir des baleines. Il y a ces grands dauphins. Et ces grands dauphins, ils sont un peu particuliers ici pour la Polynésie, puisque c'est le seul endroit en Polynésie où il y a vraiment une communauté de grands dauphins qui s'est sédentarisée sur une zone hyper accessible aux activités humaines, sur cette zone donc de Tiputa, autour de ce qu'on appelle la passe de Tiputa. Alors, qu'est-ce que c'est la passe de Tiputa? C'est un chenal naturel qui va faire le lien entre le milieu lagonaire, pardon, et le milieu océanique. Voilà, une espèce de respiration quotidienne avec la marée montante, la marée descendante, qui fait que dans cette passe de Tiputa, dans ce chenal, en fait, on va avoir des courants rentrants et des courants sortants. Par cette passe, en fait, vont transiter énormément d'animaux. Voilà, c'est vraiment un hotspot de biodiversité, hein, dans un grand désert océanique. Et cette passe de Tiputa, c'est un paysage écologique et social fondamental pour ces dauphins. Elle explique à elle seule, cette passe, en fait, la sédentarisation de cette petite communauté de dauphins sur une toute petite zone qui fait moins de 2 km². Merci, tu me replonges dans mon histoire. Ayant vécu un peu plus de 2 ans en Polynésie, c'est là où j'ai appris à plonger. C'est là où j'ai découvert la beauté des fonds marins qui existent en Polynésie. Et j'ai eu la chance de pouvoir plonger une fois à Rangiroa, dans la passe. Et en effet, ce mouvement de respiration, nous, on l'a fait dans un mouvement entrant vers le lagon. Et c'était impressionnant parce que ce courant, on nous a largués à l'extérieur et on s'est retrouvés à l'intérieur. On avait l'impression un peu d'être dans l'espace. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Comment va cette communauté de dauphins à Rangiroa? Alors, merci pour cette question. Le principal impact qu'on observe aujourd'hui sur cette communauté de dauphins vient des activités touristiques. Il y a eu un développement assez intense, en fait, du tourisme ciblant l'observation des dauphins. Alors, j'allais dire depuis une quinzaine d'années, et presque encore plus depuis l'après-Covid. Il y a une espèce d'effet rebond, en fait, lié, je pense, au Covid, qui fait que des personnes qui n'ont peut-être pas pu voyager, en fait, pendant les quelques années ou qui ont été confinés, qui avaient prévu peut-être de partir en voyage, qui n'ont pas pu le faire, ont reporté en fait leur voyage aux années qui ont suivi. Et là, depuis 2022, ça a vraiment explosé. Alors, pour essayer de bien définir, alors, et pour revenir sur ta question initiale qui concerne les dauphins, comment vont les dauphins? Nous, quand on a commencé notre suivi des grands dauphins ici sur la zone de Tiputa, il y avait déjà des activités touristiques, notamment de plongée sous-marine, qui ciblaient l'observation des dauphins. Donc, on n'a pas eu une phase vierge, en fait, d'activité touristique, et qui nous a permis d'avoir une vision zéro de l'état, en fait, de santé de cette communauté de dauphins. Quand on a commencé, et sur à peu près une dizaine d'années, on avait une trentaine de dauphins qui étaient observés annuellement au sein de la communauté.
Là, c'est vrai que depuis quelques années, on a une baisse de ce chiffre. On est tombé à 25 individus. Alors, on ne sait pas pour quelle raison. Voilà. On le voit, on observe en fait qu'il y a moins de dauphins, mais on ne sait pas pourquoi. Ce qu'on observe aussi, c'est que au niveau de la dynamique de la communauté, alors en fonction des années, on peut avoir, je sais pas, mettons 4 femelles matures gestantes qui vont mettre bas, mais ça veut pas dire en fait que tous ces petits vont malheureusement survivre. On peut avoir une mortalité assez élevée chez les jeunes dauphins au sein de la communauté. Certaines années, je pense notamment à 2020, on a eu 4 naissances et aucun des petits n'a survécu. En 2014, on a eu 4 naissances aussi. À l'heure actuelle, on a 2 des petits nés à cette époque qui sont encore en vie. Voilà, donc c'est assez fluctuant à ce niveau-là. Donc il faut toujours être un peu prudent par rapport à ce critère en fait de femelles gestantes et de naissance. C'est pas parce qu'on a des femelles en fait qui mettent bas régulièrement que forcément on a une communauté qui est en bon état de santé et qui va augmenter, dont le nombre d'individus va augmenter déjà, d'une part. Ça, c'est pour le démographique. Après, nous, on s'est aussi beaucoup attelé, à essayer de comprendre en fait quel était l'impact des activités d'interaction sous-marine avec les dauphins sur les dauphins et notamment sur le comportement des dauphins, puisque on a énormément de préjugés en fait qui gravitent autour de ces animaux. On a des préjugés chez le grand public et puis on a des préjugés qui sont aussi véhiculés de manière active par les moniteurs de plongée qui sont quand même ici des maillons essentiels entre le grand public et l'environnement marin et qui vont malheureusement, plutôt que d'essayer de valoriser des approches éthiques, responsables, contemplatives, passives, légales aussi, parce qu'il y a quand même des réglementations qui encadrent l'observation de ces animaux sous l'eau, vont plutôt avoir tendance à encourager des interactions physiques répétées avec ces dauphins. Et depuis le milieu, alors ça a commencé au milieu des années 90, vraiment cet encouragement d'une attraction en fait des dauphins de la part des plongeurs sous-marins sans contact physique. Et depuis les années 2000, on a eu quelques individus qui sont venus suffisamment proches pour que des plongeurs puissent rentrer en contact physique avec eux. Ces dauphins en plus, c'est d'autant plus confus puisque c'est difficile de comprendre quels sont les impacts. Ces dauphins en fait qui sont des animaux tactiles ont apprécié ce contact physique de la part des plongeurs et sont revenus en fait auprès des palanqués pour solliciter à nouveau des contacts. Donc on a une situation qui est très compliquée à comprendre en fait à la base, puisque c'est vrai que quand on arrive en tant que touriste 2 ou 3 jours sur Anguirrois, on se met à l'eau, qu'on a un dauphin comme ça qui nous vient dessus, on voit notre moniteur qui va sur le dauphin pour le caresser, on a l'impression que c'est quelque chose de spontané, de naturel et qu'on peut le faire en réalité, quoi. Parce qu'à côté, on n'a pas d'informations sur l'histoire en fait qui explique pourquoi on a de telles interactions aujourd'hui entre dauphins et plongeurs sur la zone de Tiputa. On n'a pas d'informations au sujet des réglementations qui encadrent l'observation et les interactions avec les mammifères marins en Polynésie. On n'a pas non plus d'informations sur les conséquences à moyen et long terme pour les dauphins, pour les plongeurs, les snorkeleurs également, les activités touristiques liées à ces interactions proches répétées. Quand tu dis contact physique, ça veut dire quoi exactement? Alors, quand je parle de contact physique entre dauphins et plongeurs, alors déjà, il faut bien avoir en tête qu'à l'heure actuelle, on a à peu près 25 dauphins qui constituent la communauté de Tiputa. Sur ces 25 dauphins, on a vraiment des individus, des tempéraments différents. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans le cadre de ma thèse, la mise en évidence de tempéraments, d'individualité chez ces dauphins. Et là, on parle de dauphins, qui sont des animaux emblématiques, certes, mais ça vaut pour beaucoup d'autres espèces sauvages en réalité. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur l'individualité en fait des animaux appartenant à des communautés animales sauvages. Donc, on a 25 individus qui ne vont pas tous réagir de la même manière à la présence en fait d'activités touristiques répétées dans leur milieu. On va avoir certains individus qui vont être sensibilisés à ces activités touristiques, aux activités humaines de manière générale. C'est des animaux qui ne tolèrent pas en fait. Voilà, la première fois qu'un plongeur, mettons pour prendre cet exemple très simple, rentre dans leur milieu, c'est un nouveau stimulus pour eux. Ils vont garder une distance puisque c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ok. Et plus des plongeurs vont arriver dans leur milieu, plus la distance, ils vont augmenter cette distance entre eux-mêmes et les plongeurs sous-marins parce qu'ils n'arrivent pas à s'habituer à la présence. Alors quand on parle des plongeurs, c'est une chose, j'allais dire c'est un facteur, c'est un paramètre, mais les plongeurs, ça sous-entend des bateaux de plongée, de la pollution sonore, ça sous-entend pas mal de choses. Il y a aussi des activités de snorkeling, etc., etc.
Donc ces individus-là vont augmenter petit à petit la distance, plus ce stimulus en fait qui est délétère pour eux en fait, qui est gênant, va apparaître dans leur milieu, plus ils vont augmenter la distance avec les activités humaines, ils vont être, on dit, sensibilisés. Et ces animaux-là, au bout d'un moment, peuvent carrément quitter la zone en fait, pour aller chercher une zone où ils vont être en gros plus tranquilles, où ils seront plus soumis au quotidien en fait à un stimulus qui est impactant, qui est néfaste pour eux. Parce que je précise quand même qu'aujourd'hui, les activités touristiques sur la zone de Tiputa, c'est toute l'année. Ici, il y a une haute saison touristique, mais malgré tout, c'est toute l'année, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, toute la journée. On a, pour ne parler que des centres de plongée, on a 6 centres de plongée sur Anguirrois qui fréquentent tous les jours une toute petite zone de moins de 2 km², qui est encore une fois un paysage écologique et social essentiel pour ces dauphins. Les dauphins sur cette petite zone, ils vont se reposer, ils vont se nourrir, ils vont socialiser, ils vont allaiter leurs petits, ça fait partie de la socialisation, etc., etc. Ils vont venir dans la passe aussi pour surfer, sauter dans les vagues. C'est vraiment quelque chose, c'est un endroit qui est essentiel pour eux, qui est fondamental. Et tous les jours, sur cette zone, du coup, entre 8h du matin et 17h30, on a des bateaux de plongée et des palanquets qui vont venir sur cette petite zone, se mettre à l'eau pour, dans l'espoir, alors pas tous, mais il y a au moins 80% des plongeurs aujourd'hui qui viennent pour ça, dans l'espoir alors de voir des dauphins et peut-être même d'interagir, voire d'interagir physiquement avec des dauphins. Donc 25 dauphins sollicités tous les jours comme ça par des activités touristiques sur une zone qui est essentielle pour eux, une zone fondamentale pour eux. C'est un peu comme si nous, on était chez nous dans notre maison, notre abri, où on a notre nourriture, où on peut se reposer, on a notre chambre à coucher, où on a peut-être notre famille avec laquelle on peut socialiser. Et tous les jours, on était stimulés, dérangés en fait par des intrus qui venaient en nombre comme ça chez nous pour nous voir de plus près, pour essayer de nous caresser, pour nous prendre en photo, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant de faire cette comparaison, je trouve, parce que les gens, à titre individuel, quand ils viennent 2-3 jours sur la zone de Tiputa, qui s'immergent pour 1 ou 2 plongées peut-être, ne se rendent pas compte en fait de la quantité de plongeurs et de bateaux qui tournent en permanence sur la zone toute l'année. Voilà. Donc voilà, on a une partie des dauphins, pour revenir là-dessus, qui va être sensibilisée, qui ne va pas, ça a été démontré, et notamment aussi sur d'autres zones comme à Shark Bay en Australie, une sensibilisation de certains dauphins. Il y a une zone en fait où il y avait un certain nombre de dauphins qui vivaient. Des chercheurs ont observé les activités de ces dauphins avant la mise en place et après la mise en place d'activités touristiques ciblant l'observation des dauphins. Ils se sont rendus compte qu'entre l'avant et l'après, il y avait 20% des individus de la communauté qui avaient quitté la zone et qu'ils ont retrouvé sur une zone adjacente qui n'était pas du tout fréquentée par les activités humaines. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Ensuite, on revient à ces tempéraments. Du coup, on a vu que les dauphins, ils réagissaient pas tous de la même manière. Il y a des dauphins qui vont avoir une nature un peu plus confiante, un peu plus tolérante, en fait, de manière générale. Déjà, ils font partie d'une espèce, le grand dauphin, qui est quand même réputé pour son adaptabilité, son opportunisme. Et au sein de cette espèce, on va avoir des individus qui sont particulièrement adaptables et opportunistes. Donc, on pense qu'aujourd'hui, sur la zone de Tiputa, restent les dauphins qui étaient naturellement, au niveau tempéramental, les plus tolérants. Voilà. Ces dauphins-là, alors ils vont avoir des réactions quand même différentes vis-à-vis des plongeurs sous-marins. Et sur 25 dauphins, à l'heure actuelle, pour résumer, on a à peu près 4 individus qui ont été attirés puis conditionnés à tolérer, voire rechercher un contact physique avec les plongeurs sous-marins. Donc ça reste quand même un petit nombre d'individus sur la totalité de la communauté. Ce ne sont pas tous les dauphins. Ça, c'est quelque chose d'important à dire. Tous les animaux ne réagissent pas de la même manière. Parce que sous l'eau, ce qu'on voit souvent, c'est que dès que des dauphins sont en vue, en gros, le réflexe des plongeurs, ça va être de foncer sur les dauphins, main tendue, pour essayer de les toucher. Voilà. Mais tu te demandes même pas qui est là, quelle est l'activité des animaux, est-ce que c'est le moment ou pas. Peut-être que là, tu as une maman en train d'allaiter son petit. Alors, certes, cette femelle dauphin, il y a quelques semaines, elle était assez tolérante vis-à-vis des contacts, mais là, avec son petit, on va peut-être la laisser tranquille avec son petit aussi. Voilà, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. Donc il y a ça. Et ce qui s'est passé entre 2005 et 2007, on a une jeune femelle dauphin à l'époque, on a baptisé Nikki, qui était particulièrement curieuse, qui avait beaucoup de comportements exploratoires en fait vis-à-vis de ces plongeurs qui eux-mêmes, depuis longtemps, émettaient des sons, faisaient des gestes, adoptaient des postures, etc. pour essayer d'attirer les dauphins à eux. Cette femelle-là, plus curieuse, plus tolérante que les autres, s'approchait, tournait un peu autour des plongeurs, interagissait avec eux. Ça a duré comme ça pendant au moins 2 ans, quand même.
Et à un moment, elle est venue suffisamment proche d'une palanquée pour que le plongeur tende sa main et réussisse à la toucher. Donc ça, c'est une femelle dauphin. Cette femelle dauphin a probablement trouvé ça suffisamment agréable, plaisant pour retenter l'expérience, un peu par essai-erreur, s'approcher des palanquets, voir ce qui se passe, etc., etc. Et ça a lancé un peu cette mode du touching sur la zone de Tiputa. Voilà. Cette femelle dauphin a été baptisée Touch Me par les centres de plongée. Et en gros, voilà, pendant quelques années, l'objectif de beaucoup de plongeurs ici, c'était de plonger sur la zone de Tiputa pour aller caresser Touch Me. Voilà. Quand tu as dit que ce dauphin était conditionné, tu veux dire quoi? On parle de conditionnement opérant, c'est-à-dire que le dauphin, comme beaucoup d'autres animaux d'ailleurs, l'être humain compris, va être capable de faire le lien entre la présence d'un stimulus dans son environnement et l'obtention d'un renforcement positif, d'une récompense, ok, ou d'une punition d'ailleurs. Et là, on va plutôt parler de récompense dans ce cas-là. Et c'est vrai que l'un des arguments, on a beaucoup d'arguments stéréotypés de la part alors des plongeurs et notamment des moniteurs de plongée qui essayent sans arrêt de justifier leur comportement sous-marin. L'un des arguments qui revient très souvent, c'est mais c'est les dauphins qui viennent tout seuls, on leur donne pas à manger, etc., etc., machin. Non mais en fait, il n'y a pas besoin de donner à manger. Alors si la nourriture, évidemment, c'est un stimulus, un renforcement positif très très puissant, peut permettre en fait de conditionner un animal très rapidement, mais on n'a pas forcément besoin de nourriture pour conditionner un animal. Les dauphins, ce sont des animaux qui sont très tactiles. Le contact physique pour eux est quelque chose d'agréable. Alors ça peut être agréable, ça peut être désagréable aussi. Des fois, ils se battent entre eux, ils se mordent, donc c'est pas que agréable. Mais le contact physique, en tout cas procuré par le plongeur, est quelque chose d'agréable pour eux à court terme, de bénéfique à court terme. Donc, le fait régulièrement en fait de procurer ce contact au dauphin va faire en sorte que le dauphin, dès qu'il voit des plongeurs, qu'il entend peut-être le plongeur faire un son en particulier dans son détendeur ou faire un bruit sur sa bouteille, hop, il va s'approcher du plongeur en espérant recevoir sa récompense en gros quoi. Voilà, pour simplifier la chose. C'est intéressant parce que moi, ce que j'imagine, c'est que à partir du moment où il y a un ou deux dauphins qui sont comment dire, disposés à être caressés, nous, en tant que touristes de passage, on pense que tous les dauphins sont Oui, prêts à être caressés. Et donc, on risque d'avoir des attitudes qui peuvent tout être à fait. dangereuses aussi bien pour l'animal que pour le plongeur. Et donc, est-ce qu'il y a des risques? Oui, alors tout à fait. En fait, nous, on a beaucoup travaillé sur les risques. Là, je viens de terminer en fait une thèse de doctorat qui a pris 6 ans, qui s'attelait à mieux comprendre effectivement le comportement des dauphins et des plongeurs sous l'eau, mais aussi les risques associés à ces interactions proches répétées. Et alors juste, je fais une petite parenthèse, d'où le fait par rapport à ce que tu disais, le grand public quand il arrive, il ne sait pas. La plupart des gens, nous, quand on les voit arriver ici, ils savent pas. Alors ils savent qu'on peut observer des dauphins sous l'eau, mais ils savent pas pour beaucoup qu'il est possible de caresser certains dauphins. Donc le moniteur de plongée, en fait, dans cette histoire, est vraiment un maillon essentiel. Ce que va dire le moniteur pendant son briefing et ce que va faire le moniteur sous l'eau va conditionner aussi, pour réutiliser ce terme de conditionnement, l'attitude du grand public sous l'eau. On le voit ici, nous on travaille avec un centre de plongée responsable qui ne touche absolument pas la faune marine, qui a une politique très stricte par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent plonger au centre. Là, cette année, on a eu beaucoup de plongeurs. Et les moniteurs ont des briefings et des attitudes très très claires sous l'eau par rapport notamment à l'approche des dauphins pour essayer de gérer un petit peu les attentes aussi du public. Et ça fonctionne très très bien. À partir du moment où on explique aux plongeurs que voilà, déjà il est interdit de toucher les dauphins par la réglementation polynésienne, que ça implique ceci, on va en parler. Tu me parlais des risques, on va en parler. Et que de toute façon, sous l'eau, on a des dauphins qui sont habitués à la présence des plongeurs sous-marins, donc ils vont continuer à vivre leur vie de dauphin avec ou sans plongeur. On peut les voir passer devant nous, ils nous captent à peine. On peut les voir socialiser entre eux, c'est hyper intéressant. On peut avoir accès à des comportements vraiment passionnants. C'est au moins aussi intéressant de pouvoir voir ça. Et en plus, après, au centre, alors c'est vrai que comme moi je travaille ici aussi, je suis là, j'ai les bureaux de l'association ici. Quand les gens ont des questions, on va leur amener de l'information. On va leur dire, voilà, t'as vu ton dauphin, t'as vu tel dauphin. Les dauphins, ils étaient en train de dormir, par exemple. Là, tu vois, le dauphin se comporte de telle manière pour telle raison. Et en fait, les gens, mais ils sont ravis. Et on a de plus en plus de monde qui viennent, qui adhèrent totalement en fait à cette approche et qui viennent parce que justement, ils savent que ici, on ne va pas avoir d'attitude intrusive ou encourager en tout cas des comportements intrusifs et risqués avec les dauphins et qu'on va essayer d'apporter autre chose, en fait, de développer une approche beaucoup plus, j'allais dire, contemplative
et éducative aussi. Donc voilà, là c'était pour fermer la parenthèse. Malheureusement, dans la plupart des centres de plongée ici, c'est pas le cas. On a des moniteurs. Alors, tu as, tu as évidemment un aspect lucratif, hein, au fait d'aller vendre du touche-touche dauphin, j'ai envie de dire aux touristes. Hein, c'est très vendeur. Tu mets une belle affiche avec un plongeur au contact des dauphins. Venez à Ranguirois pour toucher un dauphin en milieu naturel, etc. Les gens sont prêts à payer très très cher, à venir très très loin pour pouvoir vivre cette expérience, qu'ils condamnent par ailleurs en captivité. C'est un peu dissonant aussi, hein, parce que ce qu'on voit ici quand même sous l'eau, ça ressemble pour beaucoup à des attitudes qu'on peut voir en milieu captif. On reproduit en milieu naturel en fait quelque chose qu'on condamne en milieu captif. C'est pas forcément, c'est très paradoxal, hein, de manière générale. Et c'est très valorisant pour les moniteurs de plongée aussi. C'est-à-dire que quand ils vont sous l'eau, que le dauphin vient vers eux, puisque le dauphin souvent il va viser le premier plongeur de la palanquée parce que il sait, le dauphin, attention, qui cherche un contact physique, hein, ou en tout cas qui veut interagir physiquement avec un plongeur, il va viser le premier plongeur de la palanquée parce qu'il sait par essai-erreur, hein, et par habitude aussi et par expérience que la plupart du temps, c'est ce plongeur-là qui va lui donner ce qu'il recherche. Pour les moniteurs, c'est très valorisant. Quand ils sortent de l'eau, en fait, ils sont, je veux dire, ils ont des retours élogieux de la part de leurs clients. Ouah, t'as le mana avec les dauphins. Ah, t'as vraiment un feeling particulier. Le dauphin vient te voir. Le dauphin, il t'aime. Tu fais ce que tu veux avec le dauphin, etc. Et on est dans un milieu, le milieu des moniteurs de plongée, qui se laisse très très facilement monter la tête, on va dire. Voilà, l'ego en fait se laisse très très facilement enfler par ce type de retour de la part des clients. Donc ça conditionne aussi la continuité de ce type de comportement de la part des moniteurs. Et encore une fois, ici où les moniteurs ont une attitude et un discours très différents, les clients sont aussi ravis de leur plongée. On a de plus en plus de monde au centre de plongée. Je veux dire, les gens viennent, nous disent on vient parce qu'on sait que vous avez cette approche-là. Donc heureusement, il y a quand même une évolution par rapport à ça. Maintenant, on va rebondir sur les risques. Tu me demandais quels sont les risques du coup liés à ces interactions proches. Alors, on a des risques à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, alors on a aussi des risques pour les êtres humains et des risques pour les dauphins. Alors, à moyen long terme, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des individus qui sont impliqués dans ces interactions proches avec les êtres humains, sont de jeunes dauphins. Voilà. Et là, je vais citer un cas qui pour moi est alarmant, en fait, un cas très très récent. Cette année, 2024, on a 3 jeunes dauphins qui sont nés, hein, de femelles appartenant à la communauté Tiputa, 2 jeunes mâles et une femelle. Et parmi ces 3 jeunes dauphins, là, on a un petit mâle de 5 mois. Nous, on a plongé il y a quelques jours. On était au palier, il est venu sur nous, il nous a poussés, il s'est frotté à nous, il a essayé d'attraper nos palmes, d'attraper nos manomètres. Il a mis sa tête entre la tête du plongeur, le détendeur. Voilà, il fallait faire gaffe qu'il n'arrache pas le détendeur au passage. Donc un animal âgé de 5 mois, un jeune dauphin âgé de 5 mois, ayant une attitude hyper intrusive, des comportements même déviants, j'ai envie de dire, vis-à-vis des plongeurs qui ne sont pas ceux, évidemment, qu'on observe naturellement chez un dauphin qui n'a pas été conditionné. Et évidemment, donc ce bébé dauphin de 5 mois, on l'a vu après, on l'a vu avant et après, sur des vidéos notamment in situ, approché par des moniteurs de plongée, qui lui attrapent la queue, qui le caressent, qui lui attrapent la nervure dorsale, qui le retournent dans tous les sens, voilà, pour en gros donner le show à leurs clients sous l'eau. Donc on a un très jeune dauphin, âgé de 5 mois, qui déjà a intégré dans son répertoire comportemental le fait qu'il peut adopter une attitude aussi intrusive vis-à-vis de plongeurs sous-marins. Ça, c'est hyper risqué pour les plongeurs, en fait. Très, très risqué pour les plongeurs. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est pas le seul, hein. Là, je cite ce cas parce que c'est un cas vraiment, on a vu ça il y a quelques jours. Donc, c'est très, très récent. C'est pas le seul. Des dauphins, en fait, qui, du coup, comme, voilà, ils ont compris, hein, ils sont pas bêtes, hein, qu'ils pouvaient se permettre, en fait, d'aller direct au contact, vont aller pousser les plongeurs, tirer sur leurs palmes, les pousser au niveau de l'épaule, etc., leur buzzer la tête. On en a plusieurs. Et ça peut être hyper impressionnant, notamment pour des plongeurs sous-marins, en fait, qui n'ont pas une grande expérience de la plongée, qui sont dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. La zone de Tiputa, c'est une zone qui peut être assez impressionnante, hein, notamment au niveau topographique. On a un récif, un tombant, en fait, qui va tomber assez abruptement, directement dans le bleu. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir un pan de montagne, en fait, devant nous qui tombe directement dans le bleu. En termes de topographie, c'est impressionnant. Et au niveau des conditions de mer et de courant aussi, ça peut être assez impressionnant.
habituellement, la mer est quand même assez forte sur la zone de plongée, donc on va avoir des bonnes vagues, pardon, et aussi une grosse houle. Et on a aussi évidemment ces courants, puisqu'on est aux abords de la passe de Tiputa, qui est parcourue tous les jours par ces courants rentrants et sortants qui vont avoir tendance à aspirer les plongeurs. Donc il faut déjà être à l'aise pour pouvoir faire une plongée dans le courant. Si en plus tu as un dauphin qui arrive, ce qui arrive, hein, on l'a déjà vu, hein, un dauphin qui arrive sur toi en fait, qui commence à avoir l'attitude que j'ai décrite vis-à-vis des plongeurs, là ça peut vraiment virer au drame, j'ai envie de dire, hein. Alors dans le meilleur des cas, on va avoir un plongeur qui va peut-être s'essouffler, il va avoir du mal à gérer sa respiration. On peut avoir aussi un plongeur qui remonte en surface tout simplement, hein, sous le coup de l'émotion, peut-être du stress. Et ce qu'on a aussi beaucoup sur la zone, ce sont des plongeurs sous-marins. Quand les dauphins viennent proches, les dauphins, la plupart du temps, ces dauphins qui viennent proches, qui tolèrent le contact, ils vont se positionner à la verticale, ils vont se laisser couler en fait par 40-50 mètres de fond. Donc on va avoir des plongeurs sous-marins qui partent de 15 mètres, qui sont, pour certains en tout cas, certifiés niveau 1, hein, qui ne peuvent pas aller au-delà de 20 mètres, et qui vont descendre avec le dauphin à 40-50 mètres de profondeur. Tu as des palanquets qui sont complètement éclatés, avec le moniteur accroché au dauphin ici, 3 plongeurs qui restent en haut à 15 mètres, 2 plongeurs qui sont en dessous à 50 mètres. Enfin, c'est vraiment, en termes de sécurité, c'est vraiment un désastre, honnêtement, et ça peut mener vraiment à des catastrophes. Donc ça, c'est vraiment pour les plongeurs sous-marins. Soit des comportements intrusifs directs de la part des dauphins qui peuvent, un dauphin peut mordre aussi, hein, ça reste quand même un animal qui est doté de 80 dents, hein, assez pointues, donc ça peut être impressionnant. Et les attitudes intrusives des dauphins sous l'eau peuvent mener à des accidents de plongée, clairement. Après, on a aussi des dauphins qui peuvent avoir clairement des attitudes agressives, vis-à-vis des plongeurs. C'est-à-dire que on a, mettons, ces 4 individus qui tolèrent ou recherchent un contact physique, qui font partie d'une communauté plus grande de 25 dauphins. Ces 25 dauphins sont habitués à la présence des plongeurs. Ces 25 dauphins, ils ont compris qu'il était possible, en cas de besoin, de s'approcher au contact des plongeurs, qu'a priori, il n'y avait pas grand risque à faire ça. Et ce qu'on a régulièrement, c'est des dauphins, notamment des mâles, qui sont en conflit les uns avec les autres, qui vont être frustrés, qui vont être tendus, et qui vont aller décharger leur frustration auprès des plongeurs sous-marins. On peut avoir des charges d'intimidation, claquements de mâchoires, émission de chapelets de bulles en fait par les vents avec des sons très très puissants. Et souvent les plongeurs, on parle d'un animal encore une fois qui a une aura hyper positive, ne comprennent pas que le dauphin est en train de leur envoyer un message, que le dauphin est en train de transmettre son état émotionnel négatif en fait vis-à-vis du plongeur. Et ce qu'on voit souvent, et quand on peut parler avec des plongeurs des fois qui témoignent, ça c'est le dauphin il a voulu danser avec moi. Et non, le dauphin, il n'a pas voulu danser avec toi. Le dauphin, il était tendu, il était frustré, il y avait un problème, il était stressé. Et là, il était en train d'exprimer son stress, en fait, autour de la palanquée et vis-à-vis des plongeurs. Donc, si toi, tu continues, tu vas vers l'animal et tu essayes de le toucher, qu'est-ce qui peut se passer? Quand on voit ce qu'ils se font entre eux, des fois, les mâles entre eux, quand ils se battent, c'est très, très violent. Ils vont rentrer en collision les uns avec les autres. Si un dauphin fait la même chose à un plongeur, il le tue. Voilà, c'est bien simple. Donc, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un accident de ce type sur la zone de Tiputa pour déjà essayer de réduire nos intrusions et notre impact sur ces dauphins, et c'est peut-être de faire un petit peu marche arrière, de proposer des observations de dauphins, certes toujours intéressantes, mais avec un peu de distance. Je ne sais pas. Malheureusement, souvent dans le monde, on attend qu'il y ait des accidents graves pour pouvoir faire quelque chose, et notamment les autorités. Ce que tu es en train de me décrire, c'est que les comportements des dauphins, c'est un peu comme les comportements des humains. OK? Il y a des moments, on a envie d'être en contact, il y a des moments, on a envie de pas être dérangé, et quand il y a un intrus qui vient nous déranger au mauvais moment, eh ben, on le reçoit comme il faut, avec de la colère, de la mauvaise humeur, et voire même, de la violence. Et c'est marrant parce qu'on a cette image quand même que les animaux, que ce soit les dauphins ou d'autres, euh, sont différents de nous. Mais ce que tu es en train de décrire là, c'est des êtres vivants qui ont chacun leur caractère, leur identité, leur singularité, et que à la fin de la journée, eh bien, ils sont comme nous. Il y a des moments où ils sont ouverts à l'autre, et puis il y a des moments, ils font autre chose, ils veulent pas être dérangés. Et si on les emmerde de trop, si je m'excuse du terme, eh bien, ils réagissent en conséquence. Exactement.
Ouais, ouais. Et malheureusement, la plupart des plongeurs ne sont pas briefés en conséquence. Voilà. Ils sont briefés, voilà, le briefing classique est assez stéréotypé, hein. C'est, bah voilà, si on voit des dauphins, que le dauphin s'approche, vous pouvez aller vers lui, le toucher, etc., etc. Et le moniteur montre l'exemple sous l'eau. Mais on les briefe pas du tout à autre chose. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma thèse, qui m'a surprise, enfin, ce qui m'a surprise, oui et non, je me suis vraiment focalisée, alors, sur 3 ans de données sous-marines d'interaction dauphin-plongeur. D'une part, sur les comportements des dauphins dans le cadre de leurs interactions avec les plongeurs et d'autre part sur le comportement des plongeurs en présence de dauphins. Et en fait, le répertoire comportemental des dauphins est beaucoup plus riche sous l'eau vis-à-vis des plongeurs que le répertoire comportemental des plongeurs. Le répertoire comportemental des plongeurs est hyper stéréotypé. On sent le briefing derrière, quoi. Dauphin, je vais dessus, je tends la main, je tape sur mon bloc pour faire du bruit pour essayer d'attirer le dauphin. Je poursuis le dauphin, en fait, si le dauphin ne fait que passer, n'interagit pas spécialement, je poursuis le dauphin. C'est vraiment, ça se borne à quelques comportements des plongeurs comme ça et ça va pas plus loin et c'est quand même assez dingue, quoi. Alors que les dauphins, quand on les observe, quand on essaie d'observer avec Mmh. un peu de subtilité, en fait, leur comportement sous l'eau, c'est beaucoup plus riche, quoi. Moi, je me souviens quand j'avais plongé à Rangui il y a 25 ans, déjà, on n'avait pas eu de dauphin. On avait fait juste la passe et ça avait été une expérience incroyable, juste de pouvoir vivre et de pouvoir plonger avec le courant, comme tu disais, qui aspire carrément, hein. Et c'est une sensation incroyable. Je veux dire, c'est même déstabilisant. Oui, Ça peut être déstabilisant selon le niveau du plongeur. Moi, j'ai une question, c'est que là, je me dis, comment peut-on faire pour oui. observer les dauphins, mais aussi les autres animaux? Parce que je crois qu'il y a une période de l'année à Rangui, dans la Passe, il y a une concentration de requins-marteaux, non? Si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est des requins gris récifs qui se concentrent pendant la période de reproduction alors ça dépend, des fois ça se décale, on va dire mois de juin plutôt. Et les grands requins marteaux, en fait, tu vas les observer, mais pas en concentration ici. C'est une espèce qui est plutôt solitaire. Donc tu peux le croiser effectivement à certaines périodes de l'année, plutôt pendant l'été austral, entre décembre et février. Et c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis, puisque il y a de plus en plus de gens qui viennent pour observer des grands requins marteaux aussi sur la zone de Tiputa. Et l'observation de grands requins marteaux est beaucoup plus imprévisible et de courte durée et distanciée que l'observation des dauphins sur la zone. Et les gens, quand ils plongent et qu'ils ont la chance pendant 5 secondes d'apercevoir à 20 mètres d'eux un grand requin marteau, tu les vois sortir de l'eau, ils sont là, ouais, on a vu un grand requin marteau, ils sont super heureux. Par contre, il faut que le dauphin il reste 15 minutes au contact avec eux pour qu'ils soient contents d'avoir vu un dauphin. C'est quand même assez dingue quand même. Et ça montre bien aussi comment dire, l'imaginaire qu'on a, c'est-à-dire le requin danger, ok, par rapport à toute la culture cinématographique qu'on a pu voir avec les Dents de la Mer, etc. Dauphin, flipper, copain. Et donc nos attentes sont complètement différentes. La question que je me pose, c'est Exactement. moi, Ouais, ouais, j'arrive en Polynésie, je vais plonger. tout à fait. Évidemment, je veux dire, la Polynésie, c'est une carte postale incroyable sur le monde marin. C'est un paradis du monde marin. Et donc, on vient, on est excité, on veut vivre ça à fond. Comment justement est-il possible d'observer les dauphins Oui. et la faune marine de manière éthique et respectueuse? Alors sur la zone de Tiputa en particulier, qui est une zone en réalité très facile à gérer parce que c'est une toute petite zone. C'est une zone assez accessible, une toute petite zone. C'est pour ça qu'on se demande aussi pourquoi il y a rien qui a été fait quand même depuis le temps. J'allais dire, ça fait 30 ans que ça dure et il y a rien qui a été fait. C'est qu'il ne doit pas y avoir la volonté, je pense, non plus de faire grand chose. Mais clairement, alors on sait que cette zone de Tiputa est une zone de repos importante pour les dauphins. Quand les dauphins se reposent, j'allais dire malheureusement pour eux aussi, on a l'impression qu'ils dorment pas. Parce que quand ils se reposent, ils continuent à se déplacer, ils dorment par moitié de cerveau, ils restent vigilants en fait, en tout cas en partie vigilants, ce qui leur permet de penser à remonter en surface pour respirer, de faire attention aux prédateurs, etc. Donc quand ils se reposent, ils sont aussi sollicités en permanence par des plongeurs. On sait quelles sont les zones de repos des dauphins sur la zone de Tiputa. Donc déjà une première mesure très simple, pourquoi ne pas circonscrire en fait des zones, des habitats privilégiés des dauphins sur la zone en fait, comme les zones de repos, une zone de socialisation très importante qu'est la passe de Tiputa, où toute activité touristique est interdite. Voilà. On sait que là, quand les dauphins vont là, on les laisse tranquilles. Ils se reposent tranquillement, qu'ils socialisent tranquillement. On va pas aller les poursuivre avec des bateaux. On va pas aller leur foncer dessus en tant que plongeurs sous-marins quand ils sont en train de dormir, etc., etc. Deuxième mesure qui peut être quand même
très facile à mettre en place, parce que c'est une mesure quantifiable en plus, limiter le nombre de bateaux. Limiter aussi, pourquoi pas, le nombre de prestataires, ça c'est un peu plus compliqué, mais au moins le nombre de bateaux, le nombre de nageurs, le nombre de plongeurs sur la zone de Tiputa. Essayer de définir aussi ce qu'on appelle des limites de changement acceptables. Voilà, à partir du moment où c'est déjà arrivé, où on a un dauphin qui est blessé par une hélice de bateau, 2 dauphins, 3 dauphins, un dauphin qui rentre en collision avec un bateau, là on va se dire stop là, il serait peut-être temps de faire quelque chose quand même. Il y a peut-être quand même une intrusion un peu trop importante des activités touristiques sur ces animaux. Voilà. Ça pourrait être mis en place, voilà, mais ça n'est pas le cas malheureusement. Pourquoi? Il y a différents facteurs qui expliquent pourquoi ça n'a pas été mis en place. Alors c'est vrai que de manière générale en Polynésie française, la gestion du tourisme animalier est quand même assez défaillante, j'ai envie de dire malheureusement. Alors c'est pas forcément un manque de volonté de la part des autorités, mais on a un territoire qui est très très grand, qui est très éclaté. C'est pas forcément évident de mettre en place sur place des mesures adaptées et des infrastructures adaptées pour essayer de mieux gérer le tourisme. Sur Rangiroa, les problèmes qu'on a vus sont attribués principalement à l'éloignement, à l'isolement, à l'expansion très très rapide en fait et non gérée des activités. Voilà, c'est arrivé très très vite. Ça n'a pas été géré dès le départ, donc évidemment c'est plus difficile après de rattraper ce qui n'a pas été fait en amont que de mettre en place des mesures dès le départ. Tu vois, de se dire bon ok voilà, on aimerait bien développer quelque chose autour de ça. Comment on peut le faire pour essayer d'impacter un minimum, sachant qu'on impactera de toute façon à partir du moment où on est là, et d'impacter un minimum, de limiter notre impact et les dérives liées à nos activités touristiques. Ça n'a pas été fait, donc forcément. Ensuite, le dauphin, animal emblématique, on a une communication très impactante et très trompeuse autour des interactions qui peuvent avoir lieu avec ces animaux. Voilà, on en a déjà parlé, hein, donc ça c'est difficile à gérer aussi, hein. Les réseaux sociaux et autres salons de la plongée, etc., etc. Je veux dire, les structures commerciales vont vendre vraiment du rêve aux gens, quoi. Ils vont pas vendre de la réalité et de l'éthique, quoi. Ils vont faire rêver les gens, ils vont faire le buzz. En gros, ils vont essayer de faire le buzz pour pouvoir vendre leurs prestations, quoi. Ensuite, on a aussi des réglementations qui existent, certes, depuis 2002, mais malheureusement qui ne sont pas adaptées au contexte spécifique de Tiputa, qui n'ont jamais été mises en application, qui sont suffisamment vagues pour que les prestataires sans arrêt s'engouffrent dans les failles. Voilà. Donc ça explique aussi le manque de gestion sur place. On n'a jamais eu aucun financement en fait local pour développer un monitoring scientifique de cette communauté de dauphins. Nous, tout le travail qu'on fait en fait depuis maintenant plus de 15 ans, c'est du travail bénévole. Donc ça, c'est pas évident non plus. Hein, je veux dire, on n'a pas les moyens de faire un travail évidemment exhaustif. On fait ça avec nos petits moyens limités, mais on le fait quand même. Ça a le mérite d'être fait. Et aussi, ce qu'on observe beaucoup, c'est vraiment un échec de coordination et de communication entre toutes les parties prenantes. Voilà. Tout le monde veut sa part du gâteau. Peu sont ceux qui sont capables vraiment d'échanger de manière constructive pour mettre en place quelque chose qui va non seulement bénéficier aux dauphins, à leur milieu, mais aussi aux activités touristiques à long terme. Voilà. Peut-être qu'à court terme, c'est vendeur d'aller faire du touche-touche dauphin, mais à long terme, pour les dauphins, pour les plongeurs, c'est pas forcément le cas. On reviendra sur les risques pour les dauphins si tu veux après. Alors, il y a quand même des initiatives, heureusement, hein, il y a des gens qui sont très courageux, hein, qui arrivent à réunir autour d'une table de manière régulière des acteurs de la pêche, des acteurs de la plongée, des acteurs excursionnistes lagonaires, des acteurs du snorkeling et tout, des acteurs associatifs aussi pour que toutes ces personnes puissent essayer d'échanger et d'avancer de manière constructive. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, le facteur humain est décisif en fait de toute façon dans ces cas-là, quoi. Voilà. Du début à la fin, alors, c'est même pas le comportement des dauphins en fait qu'on va gérer à la fin, c'est le comportement humain, enfin, du début à la fin, quoi. Et à partir du moment où il n'y a pas une volonté, ou alors qu'à un moment ça d'un côté il n'y a pas de volonté, ça devient très compliqué. Alors le positif par contre ici à Rangiroa, c'est que il y a clairement une volonté de la population locale et notamment de la population de Tiputa, du village de Tiputa, d'essayer de limiter nos impacts sur les grands dauphins, ça c'est clair, quoi. Mais malheureusement ils sont pas écoutés, voilà. C'est le rouleau compresseur, j'allais dire touristique, qui vient de l'extérieur en plus, hein, qui est géré la plupart du temps par des popa'a, donc des blancs entre guillemets, et qui fait peu attention en fait aux besoins et à la volonté aussi de la population locale. Ça c'est lié. J'allais dire après tout est lié. Hein. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que moi la chose que j'avais remarqué quand je vivais en Polynésie,
c'est que je trouvais que les Polynésiens avaient une connexion, plus qu'une relation, une connexion quand même avec leur environnement naturel et que il y avait une envie de préserver cet environnement. Et je crois même qu'il y a, comment dire, quelque chose de spirituel aussi dans leur approche. Et la question que je me pose, c'est on a parlé du local par rapport aux acteurs Oui. locaux, mais il y a aussi ceux qui vendent les voyages à l'extérieur, à l'étranger. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place? Alors oui, il y a des initiatives et c'est top. On est vraiment content de pouvoir en tout cas être liés à certaines de ces initiatives. J'espère qu'il y en a plus que ça. On travaille notamment donc avec Aurélie de l'agence Voyage Sauvage, qui elle essaye de mettre en place vraiment des activités prenant en compte, enfin j'allais dire un des facteurs fondamentaux des activités d'ailleurs qu'elle propose, c'est le bien-être animal à court, moyen et long terme. Donc il y a vraiment des gens qui se battent et c'est pas forcément facile parce qu'on est quand même en minorité et qui tiennent bon pour essayer de développer des choses alternatives en fait, qui prennent beaucoup plus en compte une éthique et le respect du bien-être animal. Ça c'est top, c'est génial. Aujourd'hui, on vend des séjours. Moi, le souvenir que j'ai de la Polynésie, c'était des séjours lune de miel. On essayait de voir le plus d'îles possible, de plonger, de consommer entre guillemets la Polynésie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres formes de tourisme qui se mettent en place? Moi, je me Oui, souviens, j'avais fait du tourisme scientifique. J'avais passé 15 jours dans un centre de recherche en Amérique du Nord sur les orques. Est-ce que c'est des oui. initiatives qui se mettent en place sur ta destination? Alors petit à petit, oui. C'est vrai que nous, on propose ce type de tourisme alternatif depuis maintenant une quinzaine d'années à travers ce qu'on appelle des séjours d'éco-volontariat, donc des séjours de sciences participatives. L'idée, c'est que des personnes qui veulent partir en vacances en Polynésie, mais veulent autre chose que de la pure consommation, comme tu le disais, veulent sortir un peu des sentiers battus et peut-être avoir une relation un peu plus approfondie aussi avec une destination parce que la Polynésie, c'est compliqué. Il y a plein d'îles. Souvent, les gens, ils font une île 2 jours, une autre île 2 jours, et cetera. Donc là, on a vraiment des personnes qui sont prêts à venir 2 semaines sur Rangirois pour donner de leur temps et de leurs moyens à un programme de recherche en fait sur les dauphins et un programme de sensibilisation sur les dauphins. Donc nous on le fait sur les dauphins de Rangirois ici avec l'association Dauphins de Rangirois et notamment du coup avec l'agence d'Aurélie Voyage Sauvage. Et ces personnes-là, je trouve ça génial. Franchement, je pense que si je voyageais plus, je ferais ce genre de choses aussi. Elles vont vraiment s'imprégner des problématiques sur lesquelles on travaille, s'imprégner du milieu. Elles vont être logées en plus dans une pension locale, donc elles vont rentrer en contact avec la population. Enfin, vraiment, c'est inclusif entre guillemets. Hein. C'est quelque chose de. Elles vont développer en fait enfin, qu'elles ont déjà, mais leur curiosité non seulement pour les dauphins, les problématiques liées aux interactions proches avec les dauphins, mais aussi le milieu marin et le milieu naturel, même humain, qui existe autour de tout ça. Elles vont plonger, elles vont nous aider en fait, elles vont plonger avec nous, nous on les forme, elles vont plonger avec nous pour essayer de collecter des données sur les dauphins en fait que nous après on analyse évidemment pour continuer à faire notre suivi et comprendre ce qui se passe. Et il y a toute une partie donc formation, présentation, débriefing, essayer de comprendre ce qu'on voit sous l'eau, échange aussi parce que souvent c'est des personnes alors qui ont des profils très très variés, qui viennent de milieux hyper variés, c'est pas forcément des biologistes marins et tout, hein. On a vraiment des gens qui viennent de partout, de tous âges, de tous sexes, voilà, il y a pas de clivage à ce niveau-là. Mais c'est des gens aussi qui nous apportent beaucoup généralement parce qu'ils ont des compétences, des connaissances en fait qui leur sont propres, hein, qui sont liées à leur propre vie, à leur propre expérience. Et je trouve que ce mélange en fait est vraiment sympa, vraiment intéressant quoi. C'est toujours très fort, c'est des moments très forts en fait qu'on passe. Hein. J'ai vécu cette expérience, c'est tellement enrichissant et ça nous permet aussi de découvrir et d'avoir un autre regard vis-à-vis du vivant et c'est quelque chose qui nous marque. J'ai encore des souvenirs très forts et des fois quand j'ai un petit coup de blues où je me dis les choses n'avancent pas assez vite dans le tourisme durable, je repense à ces moments et je me dis mais il y a pas mal de choses qui se font aussi et il faut pas les oublier parce que c'est un point d'ancrage en tout cas pour moi. Mais c'est pas évident, hein. De l'extérieur, même les gens parce que bon, il faut pas non plus voilà, c'est pas tout blanc, tout noir encore une fois. Les gens, ils ont pas envie volontairement d'aller impacter négativement, la destination qu'ils vont aller découvrir. Tout à fait Généralement, d'accord. voilà, c'est pas l'objectif d'un voyage, on est d'accord. Il y a des gens qui souhaitent au contraire essayer de limiter, cet impact, peut-être de trouver les alternatives, les plus éthiques, les plus responsables en fait, pour organiser leur voyage, mais c'est pas évident de s'y retrouver dans ce milieu-là parce qu'il y a énormément d'offres
beaucoup, beaucoup d'offres. Il y a beaucoup de termes aussi qui ont été très galvaudés, comme le terme écotourisme, par exemple, qui est utilisé à tort et à travers. Il y a des gens qui vont jouer sur certains aspects de la science, mettons, qui vont jouer sur certains aspects de l'éco-volontariat, qui vont vendre des choses qui sont en réalité ni de la science vraiment, ni de l'éco-volontariat. Enfin, il y a beaucoup de mélange là-dedans. Et du coup, c'est extrêmement compliqué pour les personnes, même les personnes qui veulent essayer de limiter un maximum leur impact, de s'y retrouver. C'est pas facile de connaître l'existence de ces alternatives et de pas se faire embobiner, entre guillemets, j'ai envie de dire, par du greenwashing, quoi. Ça m'amène à ma dernière question. Quel message aimerais-tu transmettre aux voyagistes, aux tour opérateurs, mais aussi aux voyageurs? Je pense que c'est bien de continuer à aller découvrir le monde déjà, d'une part. Je veux dire, il y a rien de mieux pour être sensibilisé que d'être connecté directement à ces milieux exotiques, on va dire, entre guillemets. Alors, le milieu exotique, il peut être à côté de chez soi aussi. Hein. Je veux dire, on sort de chez soi, on va marcher dans une forêt, on participe peut-être à un voyage éco-volontariat pour aller, j'en sais rien, moi, compter les crapauds à 5 km de chez soi. Ça peut aussi être très exotique. On va rencontrer des gens très sympas qui vont partager leur passion, qui vont être souvent super ouverts, vraiment passionnés, quoi. Et ça, c'est très important aussi. Mais c'est important en tout cas d'être en connexion avec cette nature, ça c'est clair, quelle qu'elle soit. La nature à 2 pas de chez soi, la nature peut-être à l'autre bout du monde, effectivement. Par contre, essayons quand même d'avoir un regard un peu critique par rapport à toutes ces activités, même si ça prend du temps, ça prend de l'énergie. On a déjà des vies qui sont, pour les urbains notamment, difficiles, des gens qui travaillent toute l'année au quotidien, qui ont peut-être des conditions de travail, des conditions de vie qui sont pas les meilleures, qui sont stressés, qui ont envie de changer d'air, qui n'ont pas forcément l'envie ou la force d'aller décortiquer un peu toutes les offres sur Internet pour essayer de trouver quelle est la plus responsable, peut-être la moins impactante. Mais en tout cas, voilà, c'est bien de continuer à voyager, mais essayons de le faire en comment dire, de le faire de manière raisonnée, de pas trop se faire embobiner en fait par tout ce qui peut exister. Ça, c'est compliqué, c'est pas forcément évident. Hein. J'avoue que j'ai pas de solution miracle. Mais prendre contact avec des associations peut-être qui peuvent vous orienter, prendre contact avec des agences de voyage qui sont déjà connues, réputées, j'allais dire, et sérieuses pour leur approche éthique, responsable, qui prend en compte le bien-être animal, etc. Leur demander leur avis tout simplement. Voilà, demander l'avis de personnes qui ont cette expertise, qui ont cette expérience et qui peuvent éventuellement vous réorienter sur quelque chose qui, de toute façon, non seulement sera une activité en fait peut-être moins impactante, mais en plus sera une activité, je veux dire, qui va vous apporter énormément, quoi. Voilà, vous allez sortir de là, vous serez pas les mêmes. Moi, c'est ce que je veux avec mes volontaires, hein. Qui repartent de leurs 2 semaines avec nous, voilà, quand ils pleurent pas, quand ils repartent, c'est ouais, on va revenir, ou alors si on peut pas revenir, de toute façon, on va t'aider. Moi, je suis toujours en contact avec la plupart de mes équipes de volontaires. Des mois, des années après, je continue à leur demander leur avis sur des trucs, ils continuent à me répondre. Tiens, Pam, tu devrais faire ça, 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 ça. Voilà, c'est génial. En fait, tu rentres dans une communauté, quoi. Et finalement, c'est un cercle vertueux. Comment vois-tu l'évolution entre la conservation marine et le monde du tourisme, et les acteurs du tourisme? C'est une très bonne question. Alors moi, je suis pas une spécialiste du tourisme non plus. Donc, faudrait demander leur avis à des experts de tourisme. Je pense qu'il faudrait vraiment réunir autour d'une table, encore une fois, des experts de la conservation et des experts du tourisme pour pouvoir trouver les réponses à ces questions. Il y a des choses qui peuvent être mises en place. Il y a des pays, en fait, et des endroits même plus spécifiques que des pays qui donnent des exemples vraiment intéressants et vertueux. Après, moi, j'ai pas la solution miracle. Je dirais que sur la zone de Tiputa, pour prendre cet exemple-là que je connais bien, déjà, bon, le fait que des gens viennent plonger, c'est bien, qu'ils puissent avoir du coup développé cette sensibilité au milieu marin de la zone, c'est bien. Par contre, essayons de limiter notre impact. Arrivons comme des invités dans ces milieux-là. On n'est pas chez nous, ok. On n'est pas chez nous ici, on n'est pas chez nous sous l'eau. On est chez eux. Donc, essayons d'arriver de manière polie, correcte, discrète, contemplative, comme des invités, de pouvoir, j'allais dire, profiter un maximum de ce que la nature peut nous offrir, sans qu'on ait d'attitude intrusive vis-à-vis d'elle. Et déjà, ce serait un bon départ, à mon avis. Maruru! Pamela, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble, très riche, très sympathique. Ça m'a fait très plaisir de retourner en Polynésie et d'écouter avec beaucoup d'intérêt et bravo. Je te souhaite bonne continuation et au plaisir de se revoir et d'entendre de nouvelles histoires de cette communauté de dauphins qui s'intéresse à l'humain
et que l'humain s'intéresse à elle de manière éthique et responsable. Merci beaucoup. Merci à toi, François, pour ton intérêt pour cette problématique. C'est important. Je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus à essayer de communiquer à ce sujet. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.